La République en marche en pleine tourmente électorale entre les petits arrangements statistiques, le retrait de certaines candidatures et les candidatures dissidentes. La majorité présidentielle est à la peine à moins d'un mois et demi des élections municipales. Une alliance qui veut changer la donne. Le candidat à la mairie de Paris, Serge Federbusch, a officialisé mercredi le ralliement du PCD à sa liste pour les municipales. Le parti de Jean-Frédéric Poisson, traditionnellement allié aux Républicains, offre donc un soutien inattendu au candidat également soutenu par le Rassemblement national. Alors que le cannabis est strictement interdit au Sénégal, l'économie d'une petite île du sud du pays repose intégralement sur sa culture. Face à cette production intensive, le gouvernement sénégalais tente de durcir le ton. Madame, Monsieur, bonsoir. Débutons cette édition par une triste nouvelle. Roger Olindre est mort paisiblement chez lui dans la nuit de mercredi à jeudi. Résistant, ancien parachutiste, volontaire en Indochine, puis mobilisé lors de la guerre d'Algérie où il sera grièvement blessé. Il aura également été reporter à Paris Match et au Figaro Magazine. En 1972, il deviendra l'un des membres fondateurs du Front National. Élu député en 1986, il prendra finalement ses distances avec le parti en 2010. Roger Olindre avait également marqué les esprits avec son virulent discours contre la pédocriminalité. Apprécié pour son courage et son sens de la camaraderie, il avait fait l'honneur à TV Liberté de le recevoir à plusieurs reprises pour évoquer ses multiples vies et ses ouvrages qu'il laisse désormais comme une forme de testament politique. Nos pensées vont évidemment à son épouse, ses enfants et l'ensemble de sa famille. Et dans le reste de l'actualité, une campagne de tous les dangers pour la majorité présidentielle. Après seulement 3 années d'existence, La République en marche fait face à ses premières élections municipales. La campagne s'avère pour le moment assez chaotique. Olivier Frère-Jacques. Une campagne dans la douleur pour l'exécutif. Après seulement 3 années d'existence, La République en marche doit faire face à ses premières élections municipales. Un scrutin qui intervient dans une séquence difficile pour la majorité après plus d'1 an de manifestations des Gilets jaunes et une mobilisation syndicale qui n'est pas loin de fêter ses 2 mois d'existence. Contexte compliqué et maillage territorial complexe à créer. En France, les majorités en place perdent régulièrement les scrutins intermédiaires et La République en marche doit, en plus de ce facteur institutionnel presque naturel, faire face à l'implantation de longue date de l'ancien monde, à savoir la droite parlementaire et la gauche socialiste et ses alliés. Reste, à la faveur de la majorité, sa capacité d'aspirer les opportunistes de droite comme de gauche, soucieux, en bon apparatchik, de préserver leur siège plutôt que de défendre leur parti ou même leurs convictions. Les 15 et 12 mars prochains seront donc un grand test pour la majorité. À moyen terme, ces élections auront une incidence sur le Sénat et sa recomposition. Et ce test pourrait tourner au drame dans certaines villes, comme à Paris où la majorité est divisée, avec une candidature Griveaux créditée de seulement 16% des voix et le fraîchement viré Villani à 10 points. 2 candidats à la traîne derrière la socialiste Anne Hidalgo, 23%, et Rachida Dati, 20 points. Le candidat Europe Écologie Les Verts, à près de 15 points, pourrait aussi jouer les troubles fêtes. Mais difficile de voir comment Emmanuel Macron peut sortir la tête haute dans la capitale à moins d'un spectaculaire retournement de situation aux côtés de Rachida Dati. Partout ailleurs, le jeu de la majorité consiste en un débauchage d'élus locaux ou dans des tentatives de coups médiatiques avec des personnalités dites issues de la fameuse société civile. La stratégie globale semble donc être une sorte de cas par cas généralisé. Mais c'est au sommet de l'État que la cacophonie a atteint son comble avec des candidatures gouvernementales. En attendant la possible annonce d'Édouard Philippe vendredi, qui pourrait être un tournant et provoquer à court terme un remaniement, d'autres sont déjà entrés en campagne. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité, et le secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher dans des arrondissements parisiens, tout comme le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau à Marchenoir en Loir-et-Cher. D'autres laissent planer le doute, Sébastien Lecornu, ministre à la cohésion des territoires à Vernon dans l'Eure, ou Franck Riester à la culture à Coulommiers en Seine-et-Marne, ou encore Agnès Buzyn à Paris. Enfin, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne devaient s'affronter dans un duel à mort à Biarritz, mais ils jettent finalement l'éponge sur ordre de l'Élysée. À ces hésitations ministérielles s'ajoute aussi le coup de force du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui ose décidément tout. Le premier flic de France a ainsi transmis une circulaire dispensant les préfets d'attribuer une nuance politique aux communes de moins de 9000 habitants. Vulgaire manœuvre visant à gonfler les chiffres de LREM, plus installés dans les grandes agglomérations, mais aussi véritable crachat à la France des clochers de droite comme de gauche. Le conseiller d'État se prononcera sur cette circulaire vendredi. Petits arrangements, grandes manœuvres, trahison, réalité masquée. La campagne des municipales de la majorité est bel et bien lancée, avec dedans, une fois de plus, ce qui se fait de plus sale en politique.
Élection municipale toujours, le candidat Aimé Paris, Serge Federbusch, espère créer la surprise en tentant l'union des droites. Après avoir reçu le soutien du Rassemblement national, il a officialisé le ralliement du Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, Géraud Dufayet. Une alliance qui veut rebattre les cartes. Dans la course aux municipales parisiennes, dominée dans l'actualité par le maire sortant Anne Hidalgo et par le duel imposé par La République En Marche, le candidat de la liste Aimé Paris, Serge Federbusch, entend faire son trou. Soutenu par le Rassemblement national, il a officialisé mercredi le ralliement du Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, qui conduira une liste dans le 17e arrondissement. Fustigeant l'édile socialiste sortante qui ne tient que par le clientélisme et la communication, le candidat a appuyé sur l'importance d'une telle union. Nous sommes là pour célébrer une alliance, c'est une sorte de mariage pratiquement, en tout cas un mariage temporaire comme on peut faire parfois politiquement, mais je pense qu'il va laisser des traces, il va s'inscrire dans la durée. L'union de forces qui veulent véritablement que Paris se réforme et mettre un terme à une politique qui conduit progressivement à la ruine de la ville, eh bien cette union puisse offrir aux Parisiens, dans 45 jours, au premier tour des élections municipales, une véritable alternative. Le projet de Serge Federbusch correspond à ce que nous attendons d'une politique dans une grande ville comme Paris, parce que ce projet est fondé sur des principes qui sont semblables aux nôtres, contient des mesures programmatiques qui sont celles que nous porterions volontiers. On a une mairie qui, contrairement à ce qu'on cherche à nous faire croire, est en grande difficulté, une candidate sortante en grande difficulté, qui a perdu, si on en croit les sondages, au moins un tiers, plus d'un tiers de son électorat depuis 2014, ce qui est au regard des moyens dont elle dispose et des milliards d'euros qui sont en fait gaspillés dans ces politiques, un résultat tout à fait pitoyable. Donc, parce que les Parisiens voient bien que sur tous les sujets majeurs de la vie quotidienne, les déplacements, la sécurité, la propreté, l'environnement, le logement, l'échec est total. Rachida Dati, candidate pour les Républicains, réalise depuis peu une percée dans les sondages et pourrait bien se retrouver au second tour. Ainsi, on peut s'interroger sur la décision de Serge Federbusch et de Jean-Frédéric Poisson de ne pas rallier la candidate des Républicains, pourtant en bonne posture pour battre la gauche et La République En Marche. La question se pose particulièrement pour le Parti chrétien-démocrate, allié traditionnel des Républicains. J'ai rencontré Rachida Dati à l'automne, dans son bureau, à la mairie du 7e arrondissement. Nous étions convenus qu'un contact serait repris. J'attendais qu'elle soit investie par la commission d'investiture. Elle l'a été. Elle n'est pas revenue vers nous, ce qui était, on ne se marie pas tout seul, comme dit votre frère. On pourrait sans doute s'entendre dans une logique de deuxième tour. On n'est pas fermé à ça, mais ça ne se fera pas dans des arrangements un peu misérables, dans des arrangements douteux, tels que ceux qu'on a pu voir dans le 17e arrondissement ou ailleurs. Ça se fera au grand jour sur des propositions concrètes. Je le redis, la première raison de notre alliance avec Serge Federbusch, c'est les principes de son projet, l'engagement qui est derrière ce projet, qui le soutient et le courage que ça nécessite, parce que les mesures qu'il faut prendre à Paris nécessitent du courage et un engagement de long terme. Deuxièmement, le fait qu'il est dans une logique d'alliance ouverte qui nous correspond, et troisièmement, le fait que lui le veut. Quand vous avez Rachida Dati qui vote contre le Grand Palais éphémère au Conseil d'arrondissement pour voter pour au Conseil de Paris, vous voyez, parce que c'est ce qu'elle a fait, il faut que les électeurs le sachent, ce genre d'attitude, nous, on n'est pas d'accord, et cette transparence et cette clarté, évidemment, on la défendra de manière dans tous les arrondissements, dans le 17e, comme dans le 10e, comme dans le 7e, comme dans le 19e, ou si vous nous posiez des questions sur tous ces arrondissements, on vous répondrait par des exemples précis sur justement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et ce qu'on demandera donc aux Républicains, si on est au deuxième tour, comme engagement sur des sujets précis. Voilà. Et je pense que la raison, si on a dépassé les 10%, sera pour eux de s'allier à nous plutôt que de disparaître dans un magma macroniste qui signerait de toute façon leur disparition politique complète, parce que si LR s'allie à Macron à Paris, LR n'existe plus en 2022 aux élections présidentielles. Si les enjeux s'annoncent difficiles, la campagne ne fait que commencer et le scénario est toujours incertain. Il reste désormais 44 jours aux candidats pour convaincre les Parisiens avant les élections. Insécurité, propreté et circulation, les prétendants devront faire force de proposition. La course contre la montre a démarré. Une économie basée sur le cannabis. Dans le sud du Sénégal, l'économie des îles Caronne repose presque intégralement sur la culture du cannabis. Une activité pourtant strictement interdite que les autorités ont bien du mal à endiguer.
Il faut plusieurs heures de pirogue, puis de moto pour atteindre Kouba. Ce village de 200 âmes, perdu sur une île de la côte casamançaise, est connu dans toute la région, et pour une raison. Ici, on produit intensivement du cannabis, même si c'est strictement interdit au Sénégal. Quand tu coupes, tu gardes ça, c'est ça qu'on prend, qu'on utilise les grains, les plus blanches. Ça. Les villageois de Kouba se sont tournés vers la culture du chanvre indien dans les années 70. Pour ces populations, qui vivent en quasi-autarcie, le commerce ou le tourisme ne sont pas des débouchés envisageables, comme pour le reste de la Casamance. Le cannabis est un produit salvateur. Les cultivateurs ont pu construire de nouvelles maisons et même financer la scolarité de leurs enfants. Philippe en est l'exemple. Après ses études, ce fils du village a trouvé du travail dans une station balnéaire. Depuis que je suis né, les gens cultivent du cannabis. Parce que c'est ça notre économie. C'est ça qu'on gagne beaucoup d'argent pour aider nos enfants. Si tu ne cultives pas le cannabis, tu ne peux pas s'en sortir. Les trafiquants viennent directement se fournir sur place et le kilo peut se vendre entre 23 et 45 euros. Les lois sénégalaises sont pourtant claires. Un cultivateur, un consommateur ou un revendeur de cannabis risque jusqu'à 10 ans de prison et aucun débat sur la légalisation n'est à l'ordre du jour. Ces dernières années, le gouvernement tente plutôt de s'organiser face au trafic de drogue. Plus de 3000 tonnes de cannabis ont été saisies depuis 2015 et en 2018, un accord a été signé avec la Gambie voisine pour renforcer les contrôles aux frontières. Mais pour le maire de la commune de Kafountine, dont dépend le village de Kouba, les cultivateurs des îles n'ont pour l'instant pas d'inquiétude à avoir. Il est facile pour les forces de l'ordre de s'attaquer à la production ici, c'est très accessible. Au niveau des îles, c'est difficile. L'accès est très difficile, donc les cultures de viande se développent souvent dans des zones difficiles d'accès. À Kouba, la dernière visite d'un policier remonte aux années 1980. Alors, les villageois se font toujours plus discrets pour pouvoir continuer à vivre tranquillement de leur culture interdite. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Le coronavirus frappe encore en France. Mercredi soir, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé lors d'une conférence de presse qu'un cinquième cas de coronavirus avait été détecté. Un cinquième cas a été déclaré, avéré. Il s'agit de la fille du touriste chinois qui a été hospitalisé récemment en réanimation, vous le savez, dans un état grave. Âgé de 50 ans, le patient a été hospitalisé à Paris. Son père, le touriste chinois de 80 ans, est toujours dans un état grave et n'avait initialement pas été repéré car il ne correspondait pas aux critères. Les 3 autres patients confirmés en France sont un couple chinois, un homme de 31 ans et une femme de 30 ans hospitalisés à Bichat, ainsi qu'un Français d'origine chinoise de 48 ans hospitalisé à Bordeaux. Par ailleurs, un avion a décollé pour Wuhan afin de rapatrier les ressortissants français. Ce jeudi matin, les autorités chinoises ont fait état de 38 décès sur les 24 dernières heures, portant le bilan à 170 morts et plus de 7000 personnes contaminées. L'abomination éclabousse encore l'actualité alors que de sinistres affaires d'agression sexuelle dans les milieux sportifs refont surface à la faveur d'un témoignage de la patineuse Sarah Abitbol. Un autre scandale pointe le bout de son nez, les viols d'enfants en direct sur Internet. Le quotidien Le Figaro explique en effet que la police enquête actuellement sur plusieurs dizaines de personnes de nationalité française qui commandent et visionnent de tels contenus pour des sommes allant de 15 à 60 euros. Depuis mardi, l'Assemblée nationale travaille même sur une proposition de loi visant à mieux sanctionner les coupables. Une volonté politique qui paraît bien superficielle dans une période où le relativisme est roi et alors que des personnalités politiques, notamment des ministres, ont largement été suspectées ces 3 dernières décennies de pédocriminalité. L'Australie organise l'évacuation de ses ressortissants selon un projet dévoilé mercredi. L'île continent veut évacuer ses ressortissants de la province chinoise du Hubei, cœur de l'épidémie de coronavirus, sur l'île de Christmas, un territoire de l'océan Indien accueillant en temps normal les demandeurs d'asile. Le Premier ministre australien Scott Morrison a indiqué que les Australiens jugés vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées, ainsi que les personnes de passage dans la ville chinoise de Wuhan, seraient prioritaires pour les efforts d'évacuation. Les autorités estiment à 600 le nombre d'Australiens dans cette zone.
Les dinosaures s'adaptaient à leur environnement. Selon une étude publiée mercredi, 25 fossiles d'empreintes ont été retrouvés dans le désert du Karoo en Afrique du Sud. Les traces appartiennent à la fois à des dinosaures carnivores et omnivores, mais aussi à des synapsides précurseurs des mammifères. Elles se situaient entre les sédiments de différentes coulées de lave. À en croire les analyses, ces espèces se seraient adaptées à leur environnement après une première série d'éruptions volcaniques. Ces découvertes montrent qu'une grande partie de l'écosystème s'est adaptée à cette terre de feu avant de disparaître, l'éruption ayant continué à recouvrir le sol de lave pendant des millénaires. Et ce soir, retrouvez le plus d'éléments au programme des débats. La futurologie est-elle une fumisterie? Jean-Claude Michéa est-il de droite? Les chrétiens d'Orient sont-ils des Arabes comme les autres? Et la présentation du pamphlet de Bruno Lafourcade, Une jeunesse, les dents serrées. Vous avez une chronique maintenant à Éléments, qui est un peu à la fois un portrait des pathologies modernes, on peut le dire. Enfin, oui, des figures. Nos figures, ça s'appelle Nos figures, qui est une allusion à Barès, bien sûr. Et puis j'ai voulu prolonger en fait la vision de Homo festivus dans ses déclinaisons les plus dégénérées, sous la forme de l'homme occidental contemporain, c'est-à-dire essentiellement la femme d'ailleurs, qui est essentiellement névrosé et dont la description est toujours un moment pour moi de stupeur. Parce qu'on découvre à quel point beaucoup de nos contemporains sont affligés de pathologies visibles à l'œil nu. Vous aviez dit un mot assez dur sur Marlène Schiappa. Je crois que vous regardiez la télévision, mais le son était coupé. Vous voyez apparaître cette femme. Tiens, c'est sympathique, ils font un reportage sur les coiffeuses de l'Élysée. Sur les petits métiers de l'Élysée, c'est sympathique. Mais non, elle est évidemment ministre. Voilà. Retrouvez également Immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent l'affrontement entre pompiers et CRS à Paris, l'occupation de l'espace médiatique par l'épidémie de coronavirus et la charge des journalistes contre Matteo Salvini. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous avec Olivier Frère-Jacques. Bonsoir. En ce début d'année, fourmillent 1001 initiatives pour nous faire changer notre façon de consommer, de boire, de manger, de nous alimenter, non plus pour le plaisir des papilles et des yeux, mais bien par souci diététique, écologique et donc par souci grétique et thunbertique. En fait, il s'agit de nous rééduquer pour sauver la planète. Il ne s'agit donc pas de sauver l'homme, mais de sauver le canard de Patagonie et le caillou rouge de la mer Caspienne. En pratique, que nous propose-t-on? L'an dernier, on nous vantait les mérites du lundi vert, un jour sans viande et sans poisson. Cette année, c'est le mois de janvier sans alcool qui fait fureur. Cela vient bien sûr des États-Unis, Dry January, que ça s'appelle là-bas. Ça fait tout de suite beaucoup plus chic et choc, plus sérieux, n'est-ce pas? Mais au fait, y aller mollo piano sur les apéros après les agapes des fêtes. Franchement, a-t-on besoin d'une campagne médiatique venue du grand large pour y penser? L'on nous dit déjà qu'il faut penser et voter. Faut-il en plus subir des injonctions sur que l'on doit manger et boire? Il n'y a pas si longtemps, existait une chose formidablement écologique, extraordinairement diététique, magnifiquement grétique thunbergique, qui s'appelait le jeûne, qui se pratiquait le vendredi, mais pas seulement. Il y a quelques décennies, dans un monde chrétien obscurantiste et patriarcal, durant le carême et l'Avent,
Ou encore avant les grandes fêtes, on s'abstenait de viande, on se privait de dessert, on réduisait ou annulait sa consommation d'alcool. Tout cumulé sur l'année, cela faisait autrement plus de jours que les lundis sans viande ou le janvier sans alcool. Ce monde est aujourd'hui méprisé, au motif qu'il exerçait une insupportable pression morale sur les individus, empêchés de jouir sans entrave et d'être libres. Pourtant, le monde catholique était parfaitement libre de pratiquer ou non le jeûne et l'abstinence. Aujourd'hui, la pression morale exercée sur les personnes est infiniment plus prégnante et dictatoriale. Si tu ne réduis pas ta consommation, tu n'es qu'un gros cochon, nous dit-on en permanence. Le système politico-médiatique matraque à tour de bras cette population qu'il faut rééduquer à la mode écolo. Dans notre nouveau monde, on ne cherche plus à sauver son âme, quelle idée. Alors on sauve la terre, un univers froid et désenchanté. La morale du devoir écologique est un brin déprimante. Un monde relativiste ? Plus exactement, un monde qui impose une nouvelle échelle de valeurs largement aussi arbitraire à tout prendre que celle du monde ancien. Pourquoi est-il plus méritoire de se battre pour la survie d'un village guarani que pour celle d'un village limousin ? Pourquoi le paysage en terrasse de Sumatra aurait-il droit à plus d'égards que les douces collines du Lauragais décorées de magnifiques éoliennes ? Pourquoi le lundi vert a-t-il fait l'objet d'une tribune de promotion dans Le Monde, quand le même journal critique vertement le menu poisson du vendredi qu'offrent certaines cantines ? Alors, au nom de la liberté et de l'écologie, revendiquons donc le droit au carême et célébrons la beauté du jour qui décline sur une église de campagne dont retentissent encore les cloches. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.